Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le démantèlement de l'ancien régime se poursuit au Soudan. La justice a annoncé ce samedi la saisie des biens appartenant à des proches du président déchu Omar el-Béchir, des biens acquis frauduleusement selon un comité spécial. L'ONU réussira-t-elle là où de nombreux médiateurs ont échoué? Eh bien, l'Égypte a fait recours à l'institution internationale pour trancher dans le litige qui l'oppose à l'Éthiopie au sujet du grand barrage de la Renaissance. Et puis, Africa 50 au chevet de l'Union africaine dans la lutte contre le coronavirus. La plateforme annonce une contribution financière de $300 000 pour appuyer le personnel médical. Au Soudan, la lutte anti-corruption contre l'ancien régime d'Omar el-Béchir se poursuit. Le comité spécial créé pour démanteler les affaires frauduleuses héritées de l'ancien système annonce avoir saisi des biens appartenant à des proches du président déchu. On fait le point tout de suite avec Kamesh Katapoulé et Siamlo Victoria Sedi. La justice soudanaise continue sa traque anticorruption liée au régime de l'ancien président Omar el-Béchir. Ce jeudi 7 mai, Wadi Sahaleh, un des membres du comité spécial, a annoncé avoir saisi des biens appartenant à une vingtaine de proches de l'ancien chef d'État soudanais. Des biens qui comprennent un bon nombre de propriétés ainsi qu'un terrain d'environ 100 000 mètres carrés. L'époque où les responsables prenaient l'argent des faibles est révolue. C'est un message envoyé aux officiels précédents et actuels. Selon le comité, ces biens ont été acquis de façon frauduleuse et seront par conséquent remis au ministère des Finances. Le comité, mis en place en décembre 2019, a pour mission de disloquer toutes les formes de corruption de l'ancien système. Malgré cette ambition de renouveau politique, le comité suscite les critiques car il regroupe en son sein des responsables issus de l'ancien pouvoir. Moi, je pense que ce comité-là n'est pas véritablement outillé. Malheureusement, comme on le fait souvent bien le cas, on a l'impression qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières, quoi. Parce qu'une commission telle qu'elle, lancée comme ça, là, par une commission à majorité dominée par les anciens classiques du système, ne peut pas être véritablement impartiale, quoi. Il y a une question qu'on pose généralement dans les campagnes de lutte contre la corruption, c'est que qui contrôle les contrôleurs? Généralement, en Afrique, la facilité est très grande, qu'on se trouve dans les règlements de compte. Pour rappel, l'ancien président Omar el-Béchir a été condamné à 2 ans de résidence surveillée pour corruption. Il est aussi visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale. L'institution l'accuse de génocide et de crimes de guerre dans le conflit qui a éclaté au Darfour en 2003. Le grand barrage de la Renaissance continue d'empoisonner les relations entre l'Éthiopie et l'Égypte. La mise en eau de cet ouvrage devrait débuter en juin, mais faute d'avancées dans les négociations, l'Égypte, qui redoute l'impact sur son volume hydrique, a décidé de faire appel à l'arbitrage des Nations Unies. Les détails avec Ashley Duprat et Ange Bijonomegno. À qui doit revenir le remplissage du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie? Si pour cette dernière, ce droit lui revient, l'Égypte, principale utilisatrice de ce fleuve, ne l'entend pas de cette oreille. Ainsi, faute d'avancer dans les négociations, le pays a porté l'affaire à l'ONU par le biais d'une lettre envoyée à Mohamed Andriss, l'ambassadeur des Nations Unies en Égypte. La décision unilatérale de remplissage prise par l'Éthiopie avant l'obtention d'un accord final avec les pays en aval sur les conditions de remplissage et d'exploitation du barrage va à l'encontre de la politique de coopération appliquée entre les pays qui partagent les eaux de ce fleuve international et constitue un défaut de l'Éthiopie à ses obligations légales. Depuis le démarrage de la construction de l'infrastructure en 2013, l'Éthiopie fait fi des inquiétudes explicitées par l'Égypte. Alors qu'un accord sur la mise en eau de l'infrastructure devait être conclu en janvier 2020, il n'en est rien. Pire, les négociations sont au point mort. L'Égypte, principale utilisatrice du fleuve, suite à ses droits coloniaux octroyés par la Grande-Bretagne, craint pour sa sécurité hydrique et celle de ses quelques 100 millions de concitoyens. Je pense que si l'ONU s'implique dans cette affaire, ça serait déjà un gage de neutralité, étant donné que ce sont ces fonctionnaires qui vont gérer la situation directement. Ça permettra sans doute aux 2 parties de pouvoir assouplir leur position et de permettre à ce qu'une solution soit trouvée. Toujours est-il qu'il faudra trouver une solution
Sinon, le problème va perdurer. De son côté, l'Éthiopie poursuit ses ambitions. Si les officiels du pays ne se sont pas exprimés sur la plainte de l'Égypte, en avril dernier, les forces armées ont été déployées près de la construction. Et Abiy Ahmed, le chef du gouvernement, l'a affirmé, les travaux prendront fin d'ici à fin juillet 2020. Chacun à son rythme, les pays africains allègent les mesures prises il y a un mois pour endiguer la propagation du Covid-19. Pourtant, selon l'OMS, l'épidémie est loin d'être maîtrisée. L'organisation estime que près de 190 000 personnes pourraient succomber si les mesures de confinement cruciales échouent. On fait le point avec Aïssa Toubaré. Les mesures de restriction sur le continent africain commencent à être levées. L'augmentation exponentielle des cas de coronavirus en Afrique, tant redoutée et maintes fois annoncée par les spécialistes du monde entier, n'a pas encore eu lieu. Ainsi, sur tout le continent, le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine compte à ce jour à peine plus de 2000 morts depuis le début de la crise, alors que le virus a fait 270 000 victimes dans le reste du monde. On observe ainsi un taux de transmission plus long, un âge plus bas des personnes atteintes de formes graves et des taux de mortalité plus faibles que ceux observés dans les pays les plus touchés du reste du monde. Avec une mortalité moins élevée, beaucoup d'États commencent à relâcher la pression. Au Burkina Faso, les lieux de culte sont rouverts et les transports en commun ont pu à nouveau circuler. Au Cameroun, les bars et restaurants ont rouvert en soirée. C'est possible de comprendre la situation du déconfinement qui se font peut-être progressivement parce que déjà le confinement en Afrique est très difficile parce que la majeure partie des Africains sont dans l'informel. Donc la population africaine subit les contre-coups du confinement de certains pays. Il faudra quand même une certaine distanciation. Essayer d'inciter les Africains à porter des masques et puis se laver régulièrement les mains. Il y a eu quand même une prise de conscience généralisée. La population africaine qui respecte les règles. Une nouvelle modélisation de l'OMS estime que 83 000 à 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectés en 2020 si les mesures d'endiguement échouent. A contrario, de nombreuses structures réagissent favorablement à la stratégie continentale africaine de lutte contre le Covid-19. C'est le cas d'Africa 50, une plateforme d'investissement dans les infrastructures qui annonce d'ailleurs une contribution financière de $300 000 pour appuyer les efforts communs. Siam Victoria Sedi. Dans le cadre de la stratégie continentale africaine de lutte contre le coronavirus, Africa 50, une plateforme d'investissement dans les infrastructures, a annoncé une aide de $300 000 pour le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies Africa CDC. Ce dont appuiera le secteur de la santé et le personnel médical. Il s'inscrit dans le cadre de la première phase d'une initiative de soutien lancée par Africa 50. Africa 50 est une entité qui regroupe 28 États actionnaires africains. Il nous semble donc naturel de participer à la solidarité panafricaine en soutenant les efforts d'Africa CDC et de l'Union africaine pour combattre le Covid-19. L'initiative de soutien lancée par Africa 50 vise à répondre aux besoins immédiats en matière de santé publique sur le continent dans un contexte d'urgence sanitaire. L'Union africaine a lancé en avril dernier le pacte Trace, Test and Track, partenariat pour accélérer les tests de dépistage du coronavirus. D'ici la fin 2020, plus de 20 millions de personnes devraient être testées. Il n'y a pas que les tests, il y a un ensemble d'équipements pour les prises en charge médicales, pour la mise à niveau des plateaux techniques des hôpitaux. Donc presque dans l'ensemble du continent, entre les dons des partenaires et les engagements budgétaires des États, il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises et qui d'une certaine manière, surtout en Afrique subsaharienne, je précise, et qui d'une certaine manière ont peut-être aidé à contenir la propagation de la pandémie. Dans le cadre de la stratégie africaine de lutte contre le coronavirus, l'Union africaine a défini 4 piliers phares, à savoir la coopération, la collaboration, la coordination et la communication.
Et en première ligne de cette lutte contre la pandémie, le personnel soignant vient de bénéficier d'une assurance vie en Éthiopie. Le protocole d'accord en ce sens a été ratifié ce samedi entre le ministère de la Santé et une société publique d'assurance. Sont également concernés par cette mesure les ambulanciers, les secouristes et les brancardiers. Notons que l'Éthiopie enregistre actuellement 194 cas confirmés de coronavirus, dont 4 décès. Et en Côte d'Ivoire, le coronavirus pourrait coûter plus de 400 millions de dollars aux filières anacarde et coton en 2020, puisque les incertitudes que fait planer la pandémie ont déjà conduit à des annulations ou reports de contrats de noix de cajou dans des pays importateurs clés comme l'Inde et le Vietnam. Les précisions d'Aïssatou Bari. En Côte d'Ivoire, les filières anacarde et coton s'attendent à une perte globale de recettes à l'exportation d'environ 410 millions de dollars en raison des conséquences économiques liées au coronavirus. D'après les estimations de la Direction générale du Conseil coton anacarde, la chute de la demande a entraîné une dévalorisation générale des contrats négociés. Le Covid-19 a conduit aujourd'hui à une paralysie quasi totale de l'activité économique mondiale, entraînant ainsi une importante baisse des prix internationaux. Dans le cas de la noix de cajou, le tarif de la tonne est passé de 1 400 à 900 $, soit un manque à gagner de plus de 300 millions de dollars pour un stock de 600 000 tonnes destiné à l'export. Pour sa part, le coton graine a vu également son cours dégringoler d'environ 1000 francs CFA le kilogramme à 600 francs CFA le kilogramme, ce qui se traduit par un déficit de près de 110,5 millions de dollars en se rapportant à un volume de 170 000 tonnes. Donc aujourd'hui, l'État a un grand rôle à jouer dans le rachat de la production, dans le stockage de cette production-là et dans le maintien des emplois des personnes qui sont engagées dans ces secteurs. Et l'autre chose, cela doit nous ouvrir davantage l'esprit sur la transformation locale des matières premières. Parce qu'avec une industrie fortement orientée sur la transformation de l'anacarde, ce problème n'allait pas se poser aujourd'hui. Donc pour le futur, ça doit être des pistes de réflexion qu'il faut creuser pour transformer localement l'ensemble de ces produits-là, ne serait-ce qu'une grande partie. Pour rappel, la Côte d'Ivoire devrait désormais récolter en 2020 un volume de noix de cajou compris entre 720 000 et 730 000 tonnes contre un objectif initial de 800 000 tonnes. En outre, le pays ambitionne de produire 110 000 tonnes de coton cette année. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.